Alors nous revoici pour le quatrième volet de notre étude de la cache-route. Je rappelle que les objectifs sont d'une part d'offrir une initiation conséquente à la cache-route, celle-là même qui vous permettra de connaître les grands sujets, les grandes catégories et de pouvoir affiner ensuite vos connaissances. Il y a à chaque fois sur chaque chapitre ou sous-chapitre des livres spécifiques, y compris de vulgarisation. Poser des questions de cache-route, ça nécessite d'avoir un minimum, un socle, un minima de connaissances pour, d'une part, poser des questions qui soient dans le sujet, qui soient véritables, et d'autre part, aussi pour pouvoir hiérarchiser les informations. Et d'ailleurs, c'est l'autre but de cette étude en général, de ce cours, de dédramatiser. D'accord ? La cache-route est un sujet in fine complexe, on va aborder plus tard les aspects contemporains, complexe par nature, mais on peut dédramatiser cette complexité, mais aussi dans l'application dans la vie sociale. Nous avons vu d'ailleurs, lors de l'avant-dernier cours, le dernier était consacré à Hanouka, une batterie de mesures qu'on pourrait qualifier d'identitaires, qui permettaient jadis la cohabitation en milieu idolâtre, des mesures qui certaines se sont ont été mises en retrait car disons que la question est moins aiguë, et certaines mesures restaient, notamment par rapport au vin, par rapport au pain du particulier, par rapport au fromage notamment, et en option, pour certains plus qu'une option, pour les produits laitiers, pour le lait. Nous allons voir dans cette foulée-là d'autres mesures du même type, c'est-à-dire identitaires, mais qui seront éventuellement moins problématiques. La difficulté du manger cachère, je reviens à cette difficulté de vie sociale, c'est la cohabitation avec des personnes, juives ou pas d'ailleurs, peu importe ici, qui ne sont pas dans cette pratique. Comment la faire entendre, la faire comprendre, comment se faire accepter comme telle. Des fois ça peut se résumer à ça, et ça peut être très pesant, très angoissant, puisqu'à l'évidence une cuisine non cachère, avec des ustensiles non cachères, avec une pratique quotidienne qui ne répond pas à la cache-route, évidemment c'est une liberté fondamentale, il n'y a pas de souci, mais du coup on est en rupture par rapport à ce type de cuisine, en difficulté, sauf si on sait cheminer, et encore on n'a pas toujours une solution à tout. Et donc se pose la question de la rupture possible avec les personnes en question, si on ne peut pas partager ce qui est fondamental dans toute vie en société, à savoir la nourriture, copain, d'accord, être copain, comment ça fonctionne avec sa propre famille parfois, c'est aussi un enjeu. Et je ne vous cache pas que c'est, au-delà de la difficulté certes majeure, c'est vraiment une ambition par rapport à ce cours. Vous permettre de savoir comment trouver les bonnes questions qui permettent de trouver des solutions diplomatiques qui soient certes des compromis mais pas des compromissions. D'accord ? Parfois, on est en terrain complexe. Quelqu'un qui est soldat à l'armée, comment est-ce que ça fonctionne ? Quelqu'un qui est à l'hôpital, comment la cache-route fonctionne pour lui. Là, ce sont des cas un peu extrêmes. En prison, encore plus extrêmes. Ou encore, lorsqu'on est en famille et que tout le monde ne répond pas à cette exigence de cache-route, comment on peut procéder ? Il y a des réponses à toutes ces questions. Il y a forcément des réponses à toutes ces questions. Et puis, il y a aussi une part d'imagination, de stratégie amicale pour qu'on s'y retrouve toujours dans la mesure où si on considère que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare, il y aura toujours moyen de faire en sorte que la cache-route ne soit pas un obstacle. D'accord ? Mais c'est assez subtil et ça requiert des connaissances, et c'est pour ça qu'on apprend, pour dédramatiser, et aussi pour que ça ne devienne pas un problème fondamental de vie sociale et familiale. Donc on reviendra sur l'aspect purement diplomatique. J'ai déjà posé la problématique de ce qui est le petit 1 du grand 5. Mais pour l'heure, nous étions dans le petit 2 du grand 1. Donc j'ai évacué le petit 1. Il y a encore moult détails qu'on a laissés de côté. Mais j'ai effectivement évacué le petit 1 pour le moment. On a épuisé le sujet dans ces grandes lignes. Reste à voir la cuisson des aliments et l'immersion de la vaisselle. Alors ça c'est physique. Mais en principe, l'immersion de la vaisselle, c'est une bonne fois pour toutes, et je vais vous expliquer en quoi cela retourne. Alors, pour situer dans le manuel de référence pour notre affaire, vous vous rappelez que c'était au chantier du rabbinat, la cache-route
du rabbin Wakshal. Il y a actualisé, bien sûr, il y a des problématiques plus proches de nous, selon la technique d'aujourd'hui, dans la manière de préparer les aliments, d'organiser sa cuisine, dans le choix du matériel notamment. Mais dans les grandes lignes, ça fonctionne encore très très bien. C'est un ouvrage relativement bien fait, il est concis, ça ne dure pas des kilomètres, et on a souvent réponse aux questions qu'on se pose. Alors, c'est le chapitre 11, ici. Qui pourra vous paraître curieux, et je dirais que c'est à peine diplomatique d'ailleurs. Le titre en hébreu c'est Bishul Nochri, la cuisson par une personne qui ne serait pas juive. Alors j'aime pas le mot non juif, c'est négatif. Et je travaille souvent par périphrase, mais disons les choses avec tact, parce que c'est indispensable de manière générale ici en particulier. La cuisson réalisée par une personne qui ne serait pas de confession juive. Voilà, donc j'augmente ma périphrase pour ne pas être discourtois, et c'est la moindre des choses. La problématique est la suivante. Dans ces mesures identitaires, les maîtres ont souhaité que la cuisson, on verra quelle cuisson et pour quel type d'aliment, soit un point de distinction, parce que c'est un moment fondamental dans la préparation des aliments, et qui, à tout le moins symboliquement, représenterait un point de partage, peut-être jugé en son temps trop intime. Il en découle que cette distinction va être délicate à gérer, par exemple, dans le cadre d'une famille mixte, dans le cadre de la restauration, plus généralement, et c'est très prosaïque, mais c'est comme ça, il est hors de question de pratiquer la discrimination à l'embauche sur critères religieux, cela va de soi, et donc forcément on travaille, et dans la transparence, avec personnes de confession juive et de confession autre dans un restaurant. Qui cuit, qui met à cuire, comment ça fonctionne. Voilà les questions que nous aurons à gérer. Alors je vous donne, c'est assez rapide en fait, les critères fondamentaux. Quand nos sages nous administrent un symbole pour retenir une idée de distinction, c'est jamais trop hégémonique. Ça se contient à des cas précis, notamment pour qu'un aliment tombe sous le coup de ce qu'on appellera en hébreu bishul nochri, il faut d'une part qu'il soit mangé cuit en général et pas cru, ou quasiment pas. Deuxièmement, que ce mets soit d'abord soit généralement comme un élément d'un repas, bon, ça c'est à peu près évident, et troisièmement, que ce mets soit digne d'être présenté littéralement à la table du roi. Alors ça, ce sont des codes qui nous échappent un peu, mais disons, digne d'être présenté dans un repas de cérémonie. Alors là, c'est un critère un peu vague, d'accord ? Alors quel roi et quelle cérémonie, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc nous reviendrons sur des cas pratiques, mais retenons que pour des denrées un peu simples, un peu élémentaires, on pourrait se passer de cette contrainte que ce soit cuit par un juif. Alors par exemple, des exemples qui sont donnés ici pour des mets qui sont non consommés crus, des pommes à cuire qui seraient très amères, des oranges amères, des pommes de terre, poissons, choux, haricots, encore que poisson, parfois ça se mange cru, et pour cause, en cuisine asiatique, champignons, petits pois, haricots secs, coings, etc. Donc là, par définition, ce sont des mets qui ne sont pas consommés crus et qui obéissent au premier des critères. Les mets qui sont consommés crus, c'est la plupart des fruits, les tomates, l'eau, le lait, où il n'y aura aucune problématique d'entrée de jeu sur la cuisson par une personne qui ne serait pas de confession juive. Alors par exemple, les mets qui seraient d'entrée de jeu pas présentables, réputés présentables à une table cérémonieuse, ce seraient des condiments du type, ou des sucreries du type sucre et chocolat. Ce sont les exemples qui sont donnés ici.
Quant à ceux qui seraient dignes d'être consommés dans un repas de cérémonie à la table du roi, ce serait des mets de qualité supérieure, enfin, théoriquement, sauf qu'aujourd'hui on considère que tout ce qui est posé à une table en société est digne d'être posé à une table d'un roi. Alors est-ce la Révolution française? Est-ce le fait d'avoir coupé la tête du roi? Que sais-je? Est-ce le transfert de la sacralité de la personne du roi au corps de la nation? Je n'en sais rien. On ne va pas faire ici d'histoire ou d'historiographie à la petite semaine. Quoi qu'il en soit, donc, dès que quelque chose est présentable, vous êtes entre amis, en famille, disons plus entre amis, voilà. En famille, des fois, on se fait un truc rapide, bon, on ne regarde pas trop. Puis dès qu'on reçoit, bon, on fait attention, on prévoit un petit menu sympa. Disons que ce serait ça le critère. Mais vous voyez que c'est compliqué à déterminer. Alors ensuite, il y a la technique. Je veux dire par là, quel stade de la cuisson est réputé problématique? Et là-dessus, il y aurait des avis un peu divergents. Je prends l'exemple de la restauration. On devrait théoriquement demander au surveillant rituel, donc par définition qui est de confession juive, puisqu'il est habilité à manipuler le vin, à le servir. Je parle dans un cahier des charges classique de restauration, dans le cas de la restauration. On est censé lui demander pour le rite séfarade d'allumer la source de chaleur, four, plaque, gaz, etc., de mettre à cuire ou d'enfourner, si c'est un four. Dans le rite ashkénaze, on se suffirait d'allumer la source de chaleur. Et c'est par exemple ce que nous faisons de manière assez constante, indifféremment ashkénaze séfarade, pour le pain industriel, le pain de boulanger. On se contente d'allumer et pas d'enfourner, parce que là, la problématique est un peu différente. Quoi qu'il en soit, pour de l'aliment autre que le pain industriel, le pain de boulanger, donc on aura cette petite différence, à savoir allumer la source de chaleur, enfourner, éventuellement activer la cuisson. Il faudrait idéalement que ce soit une personne de confession juive qui le fasse. Donc, si vous avez du personnel à la maison, la question va se poser. Bien sûr qu'une personne peut vous faire la cuisine, par exemple pour une personne isolée ou âgée. Bien sûr qu'une personne qui n'est pas de confession juive, qui est une assistante de vie, pourrait très bien, ou un assistant de vie pourrait très bien faire la cuisine, moyennant éventuellement cette condition, sauf cas de force majeure, bien sûr, on reviendra sur les cas un peu extrêmes d'hospitalisation, d'aide à domicile et autres. Voilà sur ce chapitre. Donc, à retenir que c'est peut-être délicat, mais gérable, et qu'en même temps, ça vise ici, à l'instar des dispositifs identitaires, une forme de distinction qui, en fait, doit permettre une cohabitation, dans la mesure où chacun connaît son, disons, sa racine, en somme, ou son identité. C'est toujours plus facile d'être présent à l'autre quand on sait qui on est, disons de manière générale. Compliqué quand on ne sait pas soi-même où on en est ou qui l'on est. Donc dédramatiser, ça part de ça en fait. C'est une mesure qui vise à dédramatiser. Une fois que c'est posé, n'allons pas chercher midi à 14h à chercher des distinctions là où il n'y en a pas. Je préfère, pour être un peu piquant et provoquant, je préfère pratiquer la distinction sur de la cuisson, sur du vin et du fromage, plutôt que de me référer à je ne sais quel concept de race ou de hiérarchisation des êtres humains. La distinction n'étant pas la hiérarchisation. C'est important ce point, et je ne fais pas que vendre la loi ici, la halakha, que la rendre... ma démarche n'est pas marketing ou diplomatique, je pense foncièrement que permettre la distinction ainsi, c'est s'extraire de la tentation de racialiser les rapports et la hiérarchie entre les humains. Alors, j'en arrive au dernier point, l'immersion de la vaisselle. Alors ça, c'est un commandement qu'on trouve dans la Torah elle-même, dans un récit un peu épique, bien sûr, de la vengeance contre Midian, où il est question que les ustensiles obtenus par le butin, dans le butin, donc c'est amusant ce contexte de guerre. Aujourd'hui, quand on achète de la vaisselle à Ikea ou ailleurs, c'est pas la guerre, Dieu merci. Le commerce a remplacé la prédation et la logique de butin. Il est prévu que tous les ustensiles qui passent par l'eau repassent par l'eau. Dès lors que, ayant appartenu à jadis l'idolâtre,
il tombe dans le domaine de l'hébreu de jadis. Aujourd'hui, il en reste encore évidemment quelque chose. Et dans la mesure où les ustensiles sont made in France ou Taïwan ou ailleurs, il est nécessaire de les tremper au mikvé. Mikvé, donc, je pense que je n'ai pas besoin de le définir précisément, mais disons-le à tout le moins, c'est un bain rituel, alors dédié aux ustensiles, de manière préférentielle. Soit il est construit, bâti de manière tout à fait artificielle, et là il y a des critères rigoureux à la construction, à la maintenance, à l'entretien. Donc un mikvé est placé sous la supervision d'une autorité rabbinique, ça c'est indispensable, parce que c'est vraiment complexe. Donc on est obligé de s'en remettre à, et pourquoi pas, après tout. Ou bien il y a d'autres techniques qui consistent, en tout cas pour la vaisselle, à utiliser une rivière, voire le plus simple c'est une rivière ici en l'occurrence dans l'Isère. Ce sera acrobatique, je ne vous le cache pas. Et Dieu merci, nous avons des mikvaot, nous avons un mikvé, des mikvaot, nous avons ce qu'il faut ici. Alors, le principe est le suivant, ne sont soumis à immersion que les ustensiles fabriqués dans la fusion, à très haute température. Donc, ce seront tous les métaux. Attendez, il faut que je donne quand même la référence dans notre bouquin. Les métaux, le verre, à l'exclusion du bois. Le sujet dont il est question ici, c'est le chapitre 8, immersion de la vaisselle. Chapitre 8 dans notre livre Vakshal sur la cacheroute. Donc je m'en sers de pense-bête, c'est pas plus mal. Donc il faut que je vous détermine, c'est ça, voilà, les matières, mais aussi les usages des ustensiles. Les matières sont les suivantes: l'or, l'argent, le cuivre, le fer blanc, ou bien tout ce qui est verre, pyrex, duralex, etc. Donc là, on pratique l'immersion, et je vous donnerai le protocole aussi, avec de la bénédiction, donc c'est vraiment l'obligation forte. La bénédiction étant Baruch Ata Hashem, etc. Asher Kiddeshanu, etc. Al Tevilat Kelim, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné l'immersion des ustensiles. Tevilat Kelim. On fait la bénédiction avant, on immerge après, j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Alors, tout ce qui est bois, faïence, tout cela ne nécessite pas d'immersion. Dans certains cas douteux, par exemple une faïence vernissée, on tremperait sans bénédiction, ou bien on profiterait de l'immersion d'un ustensile en métal pour, dans le même temps, parce qu'on fait la bracha, la bénédiction une fois, et puis ensuite on trempe tout ce qu'on a à tremper, sans s'interrompre si possible. On verra ce qui se passe quand on s'est interrompu. On en profite pour tremper les ustensiles sur lesquels on a un doute. Ça peut arriver, d'accord, dès qu'il y a un vernis, il peut éventuellement y avoir un doute. Et certains trempent par exemple leurs assiettes, dans la mesure où c'est certes de la porcelaine, mais en l'occurrence c'est vernissé. Quant au plastique, il y a, on va dire, un petit débat là-dessus. Une majorité se dégage pour dire qu'on trempe le plastique, mais sans bénédiction. C'est vrai que ça procède d'une fusion, et en même temps, c'est un matériau qui n'est pas référencé d'origine. Donc on pourrait, disons, l'assimiler au verre, mettons, mais ça dépendrait, disons, de l'arbitrage du maître auquel on se référerait. Donc attendez-vous à avoir des réponses un peu discordantes là-dessus, bien qu'une majorité considère que, tant qu'à faire, on trempe le plastique après un ustensile en métal, comme ça on sort du doute pour la bénédiction. De manière générale, même si on n'a que un ustensile douteux, on évite la bénédiction dans le doute et on trempe. Comme ça on garde le geste, mais la bénédiction, l'absence de bénédiction n'est pas rédhibitoire. Alors, quel type d'ustensiles maintenant, après avoir vu les matériaux, sont destinés à l'immersion au mikvé? Alors il y a tous ceux qui sont employés pour la consommation même, tous les couverts de table, tout ce qui permet de servir, etc.
tout ce qui permet de préparer les aliments et tout ce qui permet de déposer ou de stocker les aliments. Donc ça va exclure par exemple une grille pour essorer la vaisselle. Pas besoin de tremper au mikvé, puisqu'on n'y dépose pas des aliments, et ainsi de suite. Il y aura un petit souci technique sur l'électroménager. Est-ce qu'il faut tremper sa friteuse au mikvé? Ou bien, imaginons que le socle métallique soit démontable, ou bien votre robot, un mixeur ou quelque chose, dans la mesure où la partie qui touche les aliments, uniquement celle qui touche les aliments, le corps d'un robot, pas besoin. Mais par exemple la friteuse, voilà, je prends l'exemple critique d'une friteuse. Imaginons, et c'est sans doute le cas en permanence, que ce ne soit pas démontable, c'est en contact avec l'aliment, ça sert à la préparation de l'aliment, le socle est métallique, il faudrait tremper au mikvé. Or, si vous trempez l'ustensile au mikvé, en principe, vous ne bénéficiez plus de la garantie constructeur si au moment de brancher, les plombs sautent, ou si la friteuse prend feu. Imaginons un scénario catastrophe. Alors, je dirais qu'il y a deux attitudes là-dessus. Il y en a une un peu rusée et l'autre un peu risquée. L'attitude risquée que pratiquent certains, c'est de tremper quand même l'ustensile au mikvé et de le mettre à sécher un temps long, à vos risques et périls. Genre, on laisse la friteuse un mois comme ça, pour ne pas risquer un court-circuit. Bon. Pour ma part, je ne m'engage pas là-dessus. D'accord, je ne prends pas la responsabilité, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Ou bien, il y a une autre technique un peu plus rusée. Ici, sur le plan de la halakha, c'est justement de vendre cet objet, 1 euro symbolique, à une personne qui ne serait pas de confession juive, et donc par définition, pas soumise à l'immersion au mikvé, et lui demander de nous prêter l'ustensile. Et ouais. Alors évidemment, on aura recours à ce stratagème pour des ustensiles qui se trempent aisément, tous ceux qu'on a cités, couverts de table, etc. Bien sûr que non. En revanche, ça peut être commode pour ceux précisément pour lesquels on est coincé. Alors ça n'aime pas beaucoup cette solution, donc préfère prendre le risque. D'autres considèrent que prendre le risque, c'est quand même un peu fort de café, et on préfère la solution théorique, même si c'est un petit peu traficoté. Là, c'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Hein, donc, même si, comment ? Il ne faut pas avoir de friteuse comme ça, il n'y a pas de... Ah bah quand même, c'est dommage. Ouais. Je sais pas, mais est-ce qu'on peut raisonnablement faire des cuisines juives sans friteuse? Ce serait des... Mettez plein d'huile dans une poêle. J'ai une poêle spéciale, il y a juste... C'est comme une poêle avec un panier. C'est moins rapide par contre. Ouais, c'est moins rapide, je pense. Ah bah ok. C'est pas une friteuse. Moi aussi, j'ai pas de friteuse. Ah bah Mazel Tov, d'accord, moi je prends... Là, on atteint les limites de mon savoir pratique en matière de cuisine, qui sont pas loin de zéro en fait. Ah, oui, je ne savais pas qu'on pouvait faire des frites sans friteuse, ou en tout cas avec le procédé que vous décrivez. Vous voyez, bon, il faut même que je les faire au m'administre four, les frites. un atelier Les friteuse. frites au four aussi. Oui, absolument. Surgelé, c'est ça? Non, Pas spécialement? pas du tout. Bon. Si je vous disais que je suis capable de rater un œuf sur le plat, voilà. Vocablerie à juste titre. Bon. Donc je m'en remets à vous pour les connaissances pratiques, n'est-ce pas? Moi, je n'apporte que les connaissances théoriques. Bien. Voilà. Alors, où j'en étais? Donc, voilà pour les ustensiles. Mais écoutez, on a fait à peu près le tour. Hein? Donc je vous renvoie à ce chapitre, c'est le combien ici? Chapitre 8 de ce petit ouvrage, qui vous donnera aussi quelques détails sur des circonstances où la bénédiction ne serait pas à prononcer. Mais le process, encore une fois, que je vais détailler maintenant, est toujours le même. On commence par des objets où il y a une obligation manifeste de tremper. On fait la bénédiction, al tevilat kelim, et ensuite on trempe tout le reste. Donc, y compris ceux pour lesquels on a un doute. Soit parce que l'utilisation est tangente, soit parce que la matière est incertaine, et ainsi de suite. Alors, ce protocole, comment ça marche? C'est très simple. Il faut d'abord s'assurer, il y a un passage un peu fastidieux, s'assurer que rien ne fait écran, c'est le principe de l'immersion, et on verra que ça se reproduit d'ailleurs pour l'immersion des personnes, entre l'eau et la matière. Donc, il faut pouvoir se débarrasser de toutes les petites étiquettes, par exemple.
Donc ça, c'est un très grand moment de la vie juive. Lorsque vous ouvrez un carton d'assiette, un beau cadeau de mariage ou la ménagère dont vous rêviez, etc., vous ouvrez le carton et vous constatez qu'il y a 2, 3 étiquettes par assiette. Et puis alors, avec l'autocollant, vous savez, Schmata, l'autocollant qui part pas comme ça. Et donc vous avez toutes ces ambiances au White Spirit, au grattage intensif, qui passent parfois par la crise de nerfs, parce qu'il y a la queue, c'est la veille de Pessah, tout le monde veut tremper sa vaisselle de Pessah fraîchement achetée. Bon, il y a des ambiances comme ça, qui ne paraissent pas hautement spirituelles, on ne peut pas dire qu'on vit un grand moment de spiritualité, quoique, au fond, on accomplit parfois avec ses nerfs et donc sa patience, un commandement biblique. Ça peut être aussi vécu de manière profonde, après tout, pourquoi pas. Bref, à part le côté anecdotique, donc il s'agit de nettoyer tout ça, et qu'il n'y a rien qui fasse écran. Et puis, des fois, on oublie, on ne fait pas gaffe, ça peut très bien arriver. On a trempé, il y avait une étiquette, il faut recommencer, tout simplement, enlever l'étiquette et tremper. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, on ne va pas faire 107 ans sur les étiquettes, mais vous connaissez le principe. Une fois que c'est nettoyé, on dit la bracha al tevilat kelim, comme je l'ai indiqué, puis on trempe l'ustensile. Il faut qu'à un moment donné, l'eau ait entièrement recouvert l'ustensile. Et donc, tremper en une fois, ça consiste à le faire passer d'une main à l'autre, et dans le passage d'une main à l'autre, qu'il y ait une fraction de seconde où aucune main ne tient l'ustensile, dans la mesure du possible. On ne peut pas faire ça en 2 fois, par exemple, ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut l'immerger tranquillement, en veillant si le mikvé des ustensiles est trop profond, à ce que ça ne tombe pas au fond, parce que c'est une galère après. Alors, ça aussi, c'est des ambiances, hein, les manches très remontées, pour aller épuiser la fourchette, le couteau ou la pelle à tarte. Bref, ça fait partie des ambiances. Voilà pour ce protocole. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à sortir, évidemment rincer pour raison d'hygiène, parce que tout le monde y trempe sa vaisselle. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et l'ustensile est immergé, réputé immergé. Alors, ça n'a pas à voir avec la cachérisation comme on l'a décrite. Rendre cachère un ustensile, physiquement, c'est une pratique qui consiste à détruire un goût non cachère ou à l'extirper, hein, vous vous rappelez, bouillantement ou feu. Ici, c'est un tout autre concept, en fait. Ce n'est pas de la cachérisation physique, mais c'est l'application d'un commandement biblique, dès lors que l'ustensile rentre dans le domaine de l'hébreu, y compris l'hébreu d'aujourd'hui. Alors en Israël, par exemple, c'est peut-être intéressant de voir que la pratique de l'immersion des ustensiles est évidemment pas la même, en tout cas pas dans les mêmes proportions que la nôtre en diaspora, et pour cause, il est parfois des ustensiles fabriqués qui sont made in Israël, fabriqués, et fabriqués par des usines, des fabricants donc qui détiennent l'objet de production, l'outil de production, et qui seraient juifs eux-mêmes. Auquel cas, pas besoin de tremper ce type d'ustensile. Donc on vous ramène un petit souvenir d'Israël, un verre de kidouche ou quoi aux caisses, dans la mesure où on peut vérifier la provenance, si elle est indiquée. Si c'est made in Taiwan, il faudra tremper l'ustensile. Si c'est made in Israël, effectivement, pas besoin de le tremper, puisqu'on considère que, selon toute probabilité, on joue la majorité ici. La probabilité la plus importante, majoritaire même, hein, c'est 50% de probabilité, étant que un juif a dû réaliser, ou en tous les cas détenir, l'outil de production qui a réalisé l'ustensile. Donc ça, c'est s'il y a l'étiquette, et je dirais même s'il n'y a pas d'étiquette, on devrait s'en remettre à cette probabilité majoritaire, enfin pas d'indication de provenance. Mais dans la mesure où ça vient effectivement d'Israël, il y a marqué Made in nulle part, admettons. Je ne sais pas si c'est réglementaire, mais voilà, je pose le cas théorique. Voilà pour la question de l'immersion des ustensiles. Est-ce que vous avez des besoins d'éclaircissement là-dessus? C'est bon? Donc vous trouvez tous les exemples dans ce fameux chapitre que j'ai déjà donné à l'oral pour la plupart. Quelques recommandations. Il est question aussi de savoir si on peut confier cette pratique à un enfant, un enfant qui ne serait pas majeur religieusement, donc qui ne serait pas bar ou bat mitzvah. Ça, c'est intéressant. Sachant que vous avez des enfants qui sont tout à fait capables d'assumer pour vous, et puis ils vous rendent service. Vous êtes bien content de ne pas avoir à vous trimballer tel ustensile à l'autre bout de la ville. Bon. Alors, c'est possible si un adulte est présent.
Voilà, s'ils savent le faire et si un adulte est présent. Mais l'enfant seul, effectivement, ce serait problématique. Il n'y a pas l'obligation lui-même. Bien. Alors, on va pouvoir épuiser maintenant notre 5e chapitre. Ça va aller assez vite, somme toute. Aspect contemporain. Et ça, c'est en fait, à partir de nos débats ensemble, j'ai rajouté cette partie qui n'existait pas dans la version précédente du support. Donc j'ai 3 aspects à évoquer avec vous. La question de cache-route et vie sociale, on l'a déjà évoqué maintes et maintes fois, donc je ne vais pas y revenir outre mesure. La question de l'économie de la cache-route, comment se finance la cache-route et que finance-t-on à travers la cache-route? Est-ce que c'est un impôt solidaire, quelque part? Pourquoi la cache-route est plus chère aussi? La vie cachère, trop chère. Et enfin, une question tout à fait contemporaine, mais qui va forcément gagner en importance, la cache-route verte, je l'appelle ainsi, mais on peut aussi développer l'idée de cache-route bio ou de cache-route sans souffrance animale, bien que en théorie cela soit synonyme, mais nous pourrions pousser l'exigence idéologique et éthique plus loin encore, sans doute. Alors là, j'aurai essentiellement des interrogations, d'accord? Nous allons jeter des ponts sur des problématiques qui se posent à peine à nous et qui vont se poser avec plus d'importance dans les années qui viennent. Je reviens sur mon premier point, cache-route et vie sociale. Donc à plusieurs reprises, vous avez pu entrevoir la difficulté que pourrait représenter l'application de la cache-route dans votre cercle familial, ou bien familial élargi, ou bien dans votre vie sociale, et notamment professionnelle. Quoi de plus pénible que d'avoir à gérer un déjeuner client, par exemple, où culturellement vous vous mettez en danger dans la mesure où vous ne prenez pas part, pour raison de cache-route, à ce qui vous est proposé, et parfois à prix d'or. Donc vous êtes dans des situations inextricables. Alors je dirais qu'il faut faire preuve d'imagination, pouvoir envoyer un collègue à votre place, parfois singer, que sais-je, la gastro-entérite, ou encore des prétextes à peine crédibles. Je ne vous cache pas que dans ce cas précis, on est un petit peu coincé. Je pense pour ma part, en dépit du contexte où les gens sont religieusement très acculturés, ils ne savent plus trop en quoi ça consiste, je pense qu'on a tout à gagner à mettre carte sur table, de manière générale. Hein. Je ne parle pas pour les cas particuliers, mais de manière générale, il y a un gain à exprimer l'idée qu'on a un régime particulier. C'est un peu idem d'ailleurs avec la problématique des jours d'absence pour Shabbat et Yom Tov. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile de prime abord de poser voilà qui je suis, ce que je suis et comment je pratique, parce que c'est une question privée et intime. Donc ça n'a rien à faire dans un entretien a priori avec un DRH. Mais pour autant, on a à gagner parfois en stress, en temps et en angoisse, peut-être même en frustration, en disant d'entrée de jeu, bon, voilà, moi le vendredi, j'ai une vie familiale et religieuse, c'est un impératif, je dois pouvoir rentrer, j'aurai des jours d'absence, etc., etc. Idem pour la cache-route, je ne peux pas manger de telle et telle manière. En revanche, alors ça c'est un point important de votre stratégie diplomatique, en revanche, je peux donner du temps comme ceci, ou donner de la présence comme cela. Conseil d'amis, lorsque l'on prend, il faut pouvoir redonner derrière autrement. Donc vous prenez de l'implication et de la présence, il faut pouvoir la redonner autrement, cette implication, cette présence, de sorte que vous remplissez non seulement votre tâche, mais quelque part on se montre un peu plus exemplaire encore, je dirais que la moyenne. Bon, facile à dire bien sûr, hein, je n'évoque pas les cas particuliers, et notamment là où c'est compliqué, c'est lorsqu'on n'a pas donné ces informations d'entrée de jeu. Vous êtes déjà inséré dans une vie professionnelle, et d'un coup d'un seul, vous allez faire valoir que vous ne pouvez pas être présent tel et tel jour, vous ne pouvez pas manger comme ceci et comme cela. Évidemment, ça peut jeter un froid et on sait à quel point les relations professionnelles sont extrêmement délicates, notamment dans un contexte de rivalité, de concurrence interne à l'entreprise, par exemple, entre vous et un autre. Donc, je ne méconnais pas ces difficultés et ça fait partie de la problématique, d'accord, de gestion. Parfois, c'est extrêmement délicat. Sachez qu'il y a, et je ne veux pas les évoquer là de manière trop stéréotypée, il y a des zones grises
de gestion, d'adaptation, qui ne sont pas considérables, mais dont on peut user le cas échéant. Et c'est pourquoi, de manière générale, si vous avez à développer une vraie réflexion stratégique, je parle vraiment au niveau de l'entreprise par exemple, il vous faut pour ça des alliés, et notamment une base de données fiable en la personne d'un rabbin compétent. Un rabbin compétent, c'est celui qui ne se contente pas de placer la barre très haut et de vous imposer tous les critères dans leur pratique maximaliste, mais celui qui sait dénouer, trouver la solution et qui sait entendre votre détresse, votre difficulté. Ça, ce sera un rabbin compétent pour la circonstance. Ensuite, en termes de vie familiale et sociale, alors là, c'est encore plus compliqué, en fait. Enfin, c'est une autre gamme dans la complexité, puisque, peut-être à l'instar d'ailleurs de l'entreprise, votre choix de vie peut sonner comme un désaveu vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le même choix de vie que vous. Pourquoi vous différencier? Mais enfin, qu'est-ce que tu deviens? Où tu vas? C'est tout juste si on ne va pas se demander si vous ne partez pas en Syrie ensuite. Vous voyez, c'est dans le contexte d'aujourd'hui, tout à fait contemporain, le retour au religieux forcément inquiète. Et pour ma part, je suis souvent inquiet de ceux qui ne s'inquiètent pas de comment ils inquiètent. Je m'explique. Vivre son idéalisme religieux, qui est une très grande chose, une très grande passion, un très grand moment, sans savoir exactement le partager, ou en renonçant à le partager, suscitant par là l'inquiétude de tous ceux qui nous entourent, cette cécité, cet aveuglement-là, évidemment, est de nature à m'inquiéter, parce que ça va forcément clasher. Et donc, comment donner l'envie qu'on vous suive ou qu'on vous accepte tel que vous êtes maintenant que vous avez fait ce choix? Là, il y a une question géniale, en fait, où c'est le moment, en fait, où une relation familiale ou sociale est mise à l'épreuve. Et donc, quand une relation est mise à l'épreuve, ça pose la question, est-ce que tu m'aimes et comment tu m'aimes? En tant que fille, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que parent, en tant que membre de ta famille, comment tu m'aimes? Qu'est-ce que je suis pour toi? C'est le moment peut-être de battre en brèche les non-dits, de faire connaître son amour, de le faire sentir. Et là encore, lorsqu'on prend un attachement ou un lien possible par le manger, en l'occurrence, et le boire, comment on peut le redonner autrement? Comment on peut le donner autrement? Un exemple tout simple du discours qu'on nous délivrait à la yeshiva d'Extéma à l'époque, lorsque j'étais jeune élève en seconde, beaucoup d'élèves venaient de familles non pratiquantes. Et forcément, si la yeshiva d'Extéma était très attractive parce que c'était un milieu d'excellence et que ça donnait à beaucoup de familles l'envie que les enfants suivent ce parcours, notamment pour les années lycée et pour le bac, tout de même, le retour à la pratique parfois brutale de certains, parce que dans le milieu, on était tellement heureux dans ce cocon-là, qu'on pensait que tout le monde comprend, que ces élèves qui devenaient très pratiquants pensaient que tout le monde allait comprendre autour d'eux une fois rentrés, sans voir quel fossé pouvait se creuser dans leur tenue vestimentaire, dans leur rythme journalier, prière, études, etc. Quelque chose qui leur était complètement étranger auparavant, mais pour lequel ils ont pris goût, et avec passion, et quelle passion. Et les rabbinim, les maîtres, avaient cette sagesse de mettre le doigt là-dessus, justement, pour ces élèves-là, en leur disant, écoutez, vous allez rentrer chez vous, le meilleur service que vous puissiez vous rendre, c'est d'abord de ne pas être désagréable, mais qu'on vous pardonne vos facéties. Qu'on se dise autour de vous, bon, c'est vrai, il est pratiquant, et c'est très gênant, parce que ça inquiète compte tenu du contexte médiatique d'aujourd'hui, parce que ça remet en cause aussi. Alors, qu'est-ce qu'on est nous? Et alors quoi? Je ne sais plus qu'à chercher nous, etc. Enfin, vous connaissez cette musique. Ok, il a des facéties, mais en même temps, il est tellement serviable, il est tellement gentil. Ça a l'air de rien, mais de témoigner son affection par le service rendu, par la proximité, de mille et une manières autrement que par ce biais-là qui, évidemment, peut poser problème, à savoir partager le manger, le boire en toutes circonstances, n'importe comment, voilà un élément de stratégie fondamental. Donc, ne pas perdre de vue que dans cette passion pour la pratique, qui peut se justifier de mille et une manières, parce que c'est structurant, parce que ça nous élève, parce qu'on sent que son geste fait sens dans tout ce que nous faisons, ne doit pas se faire un sens dans la relation avec les autres.
mais au contraire, en regain de présence sous d'autres manières. Et je fais confiance à votre imagination de ce point de vue-là. On sait quand il faut se faire aimer, on sait quand il faut se rendre même indispensable. Et bien c'est le moment jamais de jouer cette carte. C'est un beau moment en fait de l'histoire de nos relations que cette mise à l'épreuve. À nous d'en faire un beau moment en tout cas. Voilà ce que je dirais sur, et on verra sur vos questions, peut-être hors antenne d'ailleurs, si vous en avez sur ce point-là. Deuxième point, l'économie de la cache-route. Alors le cachère c'est bien cher, oui. Le cachère c'est cher. En France notamment, dans quelques pays d'Europe c'est le cas aussi. Dans la mesure où nous sommes une toute petite communauté, et que dans cette toute petite communauté qui fait, je ne sais pas moi, 1%, 1% et demi de la population nationale, il y a en son sein, je ne sais pas, peut-être à peine 10% qui mangent cachère véritablement. À peine. 10% c'est même beaucoup, je pense. Donc la cache-route est un micro-marché. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un micro-marché? Il se passe que le jeu de la concurrence ne fonctionne pas forcément, parce qu'il y a au niveau de la distribution et de la production des sortes de précarés, de quasi-monopole, en tous les cas des tentatives d'établir un monopole. Donc la concurrence ne fonctionne pas bien. La production et la distribution sont un peu plus relèvent parfois de l'amateurisme, donc des pertes enregistrées ici et là sur un micro-marché qui se répercute sur le coût de la cache-route. Et puis il y a un paramètre, je dirais, d'indifférence dans la distribution de la cache-route, où on ne se pose pas trop la question de savoir si, en bout de chaîne, et je pense que les derniers maillons de la distribution ne sont pas les plus cyniques, bien au contraire, hein, c'est très très tendu parfois pour tenir un commerce cachère, nous en savons quelque chose ici. En bout de course, ceux qui, loin du public, ne se rendent pas compte qu'à la fin, ça fait quand même très cher un yaourt qui fait 4 fois le prix, ou un fromage qui fait 5 fois le prix, pour la bourse de familles qui sont parfois nombreuses, et c'est tout le paradoxe, les familles pratiquantes sont classiquement nombreuses, et pourtant on aurait une vraie difficulté à l'accès à la cache-route. Bref, il y a un moment d'indifférence dans la chaîne de la distribution et de la production, où on se moque pas mal de savoir, puisque ça rentre de toute façon, puisque ça marche entre guillemets, sans se dire que ça pourrait marcher beaucoup mieux. Donc on est dans un micro-marché avec peu de concertation, avec peu de vision d'ensemble, indépendamment des taxes prélevées qui ne sont pas si élevées que ça en réalité, là où elles sont prélevées d'ailleurs, elles ne sont pas toujours. Ensuite, donc l'économie de la cache-route, je dirais que s'il y a une porte de sortie pour rationaliser les coûts, ce serait justement l'accroissement du marché cachère. Il y a deux possibilités, où la communauté se mobilise pour surconsommer du cachère, et là forcément, si le marché s'élargit, d'autres tentatives et une meilleure concurrence pourraient s'établir, ou bien, c'est ce qui se passe outre-Atlantique par exemple, mais pas seulement, en Afrique du Sud et ailleurs, on développe le label cachère sur le marché du non-cachère. Ça devient un label qui ne pèse pas sur le prix, en tous les cas en théorie, et si en pratique ça pèse sur le prix, ce pourrait être problématique parce que ce pourrait être dénoncé comme tel, mais en même temps le label est présent et les gens sont censés savoir ce qu'ils achètent. Mais du coup, ça ouvrirait le marché de sorte que on n'est plus sur un tout petit marché avec toutes les problématiques que ça pose. Donc il y a cette réflexion qui est engagée. L'autre aspect économie de la cache-route, c'est la cache-route solidaire. Vous avez des labels de cache-route très différents dans leur nature, dans leur pratique. Et je dirais même, pour certains, dans leur fiabilité. Comment s'y retrouver dans cette jungle? Parce que ça ressemble à une jungle. Vous avez des tampons avec le nom d'un rabbin, vous ne savez pas qui, vous ne le connaissez pas forcément, ni de notoriété, ni même physiquement, encore moins physiquement. Et vous posez la question, bon, il y a un rabbin qui a tamponné, moi je fais confiance. Et quelque part, en tant que consommateur, vous êtes fondé à le vivre comme ça, bien sûr. Certains vont être plus regardants, vont dire, moi je voudrais quand même savoir qui est qui. Donc un illustre inconnu, un rabbin du fin fond de Mexico, vu qu'on ne va pas tous les week-ends à Mexico, ça peut peut-être poser question, je ne dis pas poser problème. On ne peut pas présumer que les choses ne sont pas sérieuses a priori. Mais disons, voilà, certains seraient plus prudents dans la cache-route, dans les labels de cache-route. Alors du coup, ça ne fait pas très spirituel cette affaire, de devoir se repérer dans une jungle d'étiquettes. C'est pas très glamour, je vous l'accorde.
Mais bon, sachez que, grosso modo, vous auriez plusieurs types de tampons. Soit des initiatives privées, d'un rabbin, seul, freelance, qui va proposer ses services de labellisation à une production de biscuits ou autre. Bon. Et là, tout repose sur sa crédibilité. Est-ce qu'il est présent dans les usines ou bien est-ce qu'il fait ça de loin? Certains se contentent d'avoir une correspondance avec les producteurs, tout simplement, en disant voilà mon cahier des charges, est-ce que vous pouvez me donner le vôtre, comment vous produisez, et puis je regarde, je compare. Si c'est bon, je signe, je tamponne, je vous délivre mon label, si c'est pas bon, je ne délivre pas. Cette pratique-là, qui est pas si rare que ça, est très problématique. Parce qu'on ne peut pas gérer la cache-route de loin, il faut une présence, il faut un présentiel, physiquement, et certains rabbins plus sérieux assurent cette présence, même s'ils sont seuls et en freelance. Hors antenne, je vous donnerai des noms si vous le souhaitez. Hors antenne, j'aime bien le hors antenne, expression empruntée à l'époque de Léon Zitrone. Mais bon, à vous les studios. Ensuite, donc dans le freelance, vous avez à boire et à manger, du sérieux et du moins sérieux. Ensuite, vous avez des institutions qui font de la cache-route, qui supervisent aussi, qui font le même travail que les rabbins en freelance, mais qui sont en fait des institutions qui collectent une taxe. Les rabbins freelance se font payer, hein. Le label est payant de toute façon, c'est pas considérable mais c'est payant. Et s'agissant des institutions, en revanche, vous financez l'institution, qui elle-même finance des activités. Et là, on tombe dans une logique de solidarité intéressante. Ça devient presque un impôt communautaire. Pour prendre l'exemple du Beddin de Paris, qui délivre son label en national en fait, et ce devrait être le cas pour les consistoires locaux, alors ça n'est pas forcément toujours, mais l'idée est de percevoir une taxe à la production de la viande et du vin, donc c'est sur des denrées symboliques en fait, pas sur la totalité, et cette taxe, assez minime, c'est quelques dizaines de centimes, hein, c'est pas des masses, alors c'est vrai que sur la grosse quantité ça peut faire un peu, mais en réalité c'est assez minime mais à peine perceptible, elle permet le financement de vies communautaires entières, qui n'auraient pas de quoi, qui sont déficitaires chroniques, qui n'auraient pas de quoi salarier un rabbin, des professeurs de Talmud Torah et des structures. Et ce petit miracle-là solidaire a rendu possible des décennies de vie juive en Île-de-France, en province, là où il n'y avait pas forcément de ressources. Il est vrai que c'est une ressource fragile, la cache-route, dans la mesure où, compte tenu de la polémique jadis de la vache folle, c'est pas très loin de nous, mais la consommation de la viande a drastiquement baissé. On ne consomme plus la viande. Vous avez sans doute des souvenirs anciens où vous aviez sur la table des abats, des morceaux qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Donc notre culture a changé en fait sur la consommation de la viande, c'est intéressant. Du coup, il faut réfléchir à un modèle économique de cache-route solidaire qui peut être un peu différent, taxer la distribution davantage que la production. Mais enfin, on est un peu avec nos archaïsmes et nos habitudes et c'est pas évident de travailler ainsi. Sachez donc qu'il existe une cache-route solidaire qui, pour ma part, en tant que consommateur, pourrait m'intéresser. Je pourrais avoir cette préférence en disant voilà, je mange cachère et en plus je finance ma communauté et lui permet de moins se poser la question de sa survie. Voilà. Après, est-ce que cette solidarité est effective? Est-ce qu'elle est bien répartie? Est-ce qu'on fait confiance en l'institution? Ça, c'est un autre problème qui n'est plus tellement celui du manger cachère, mais du rapport à l'institution. Voilà ce que j'aurais à vous dire sur l'économie de la cache-route, ses enjeux. Donc je résume, le cachère trop cher, oui c'est trop cher, oui il faut s'en indigner, oui il faut rechercher des solutions peut-être alternatives à la cache-route labellisée, notamment les listes de produits cachers, pour pouvoir rationaliser la cache-route. Je m'inquiète de cette cache-route très chère parce que pour les familles très pratiquantes, du coup c'est un manque certes, mais pour les familles qui sont entre deux, c'est un décrochage assuré. Ça devient un motif. Je connais des gens, des personnes âgées, isolées, qui renoncent à la viande cachère, qui renoncent à manger cachère parce que ce n'est plus accessible. Parce que dans le budget très faible du mois, ça ne rentre pas, tout simplement. Donc on a un vrai problème de cherté de la vie cachère, sur lequel il faut mener un combat, équitable, sans merci. J'en arrive à la cache-route verte. Alors ça, c'est un beau sujet. J'ai un ami qui s'est lancé dans le cachère bio.
Alors, c'est pas qu'une boutade de cinéma, de je ne sais plus quel film d'ailleurs, d'accord, un projet qu'un banquier va regarder avec un rictus certain. C'est un début de réalité qui va voir le jour, qui voit déjà le jour, à savoir la viande bio, les prix élevés, pas en batterie, convenablement. Et puis à terme se poserait la question d'une cache-route qui garantisse, c'est déjà le cas implicitement, qui n'est pas souffrance animale. Mais j'entends beaucoup cette question, voire cette interpellation qui nous est faite. Mais enfin, est-ce que le label de cache-route ne devrait pas inclure une certification sur les conditions d'élevage, sur le conditionnement pour l'acheminement à l'abattoir, etc. Ça, c'est une idée à laquelle je dirais, les responsables qui dirigent les cacherouillottes à travers l'Hexagone ne sont pas encore forcément sensibilisés, parce que c'est vrai que la halakha fondamentale n'évoque pas forcément ces registres-là. Je dirais que si un jour il y a une opportunité économique de marché, ça deviendra ce label, il verra le jour. Je trouve pour ma part que c'est une belle idée. Le manger cachère pourrait ajouter une sorte de composante qui s'intitulerait le manger éthique. Et que tout ça participe d'un même label de cache-route. Donc le cachère bio a une belle vie devant lui. Les gens vont faire très attention à ce qu'ils mangent et comment ce qu'il leur est proposé est acheminé jusqu'à eux, comment c'est élevé, comment c'est produit, avec quels produits justement. Donc là on est plus à l'état de questions et de réalités naissantes, mais ça participe aussi de ce que la cache-route est aussi ce que les consommateurs voudront en faire. C'est pas tant les décideurs, c'est pas du sommet que viennent les choses, comme beaucoup de décisions où l'économie est en jeu, mais c'est de la base que viennent les choses. Si demain les gens ont envie de manger bio et cachère, il y aura forcément du bio cachère. Pour ma part, je m'en réjouirais. Et si demain j'étais appelé à décider, de manière fait autoritaire, arbitraire et tyrannique, voici que le cachère devra devenir le cachère bio, je me ferai une joie de le faire, mais là c'est un peu une chimère. C'est de la base que les choses changent en réalité. Voilà pour les aspects contemporains de cache-route. On pourrait les développer, mais vous avez déjà quelques pistes. Alors, on va arrêter le direct ici. Ça, on va pouvoir avoir un échange libre, bien sûr. Pour ceux qui nous ont suivis, et je leur remercie de leur amitié, vous pouvez bien sûr nous adresser vos questions. Vous procurez l'ouvrage que nous avons cité à plusieurs reprises pour des approfondissements, et nous sommes évidemment disponibles pour un échange et à votre service. C'était donc la fin de Easy Kosher, de ce cours Easy Kosher. Il y aura ici, donc, dès la rentrée, un atelier prélèvement de la vérification des légumes, pour un peu entrer dans la dynamique. Donc on est en train on a quasiment fini de le caler avec Didier en bas, qui nous fera l'amitié de nous prêter en sa compagnie la cuisine, et voir un peu comment il fait la cache-route. Ce serait très intéressant. On va profiter de cette opportunité. Quoi qu'il en soit, sur le plan théorique, ce cours est terminé. Nous aborderons un prochain sujet à partir de la rentrée, dès lors que cet atelier sera accompli. Voilà, j'arrête ici le direct. Au revoir à toutes et à tous. Et nous avons ensuite un échange hors antenne.